Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui je voudrais te parler du Canon EOS R8, j'ai un peu du mal à le dire, ne le dites à personne. Honnêtement, c'est un appareil qui est surprenant pour plusieurs raisons que je vais partager avec toi dans cet épisode. On va parler de l'ergonomie, on va parler des performances, on va parler de à qui s'adresse cet appareil photo et des choses qui m'ont moins plu et surtout pour qui cet appareil ne va pas être. Donc voilà, si t'es prêt, on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Waouh, regardez, j'ai reçu mes impressions d'Islande. Les premières, tantin. Ok, oui, on a celle-là au drone, on a celle-là avec le portrait. D'ailleurs, ça c'est un énorme crop. Pour tous ceux qui pensent qu'on peut pas cropper beaucoup dans des images, ça vous montre que quand on les imprime, finalement, ça ne se voit pas vraiment. Ok, maintenant, parlons de Canon. Je vous ai mis une petite vidéo sur le Canon R6 récemment et je sais que ça en a surpris pas mal. Pierre avec un Canon? Oui, ben oui, parce que je voulais essayer le R6 Mark II, j'étais curieux, on m'avait parlé pas mal de choses et j'ai fait autant l'essayer moi-même. À la suite de ça, je me suis dit, il faut absolument que j'essaye ce Canon EOS R8. Et du coup, je suis parti dans les rues de Chicago et j'ai pris plein de photos de rue avec cette petite bête. Cet appareil est génial pour plein de gens, mais il y a une catégorie de gens pour lequel je ne le recommanderai jamais. Je te dis ça à la fin. Reste avec moi. Tiens, en fait, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Télambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur. Ça a aidé des milliers de personnes à travers le monde et honnêtement, ça te coûtera beaucoup moins cher qu'un appareil, qu'un objectif et ça va rester avec toi à vie. Ça va te permettre de prendre de belles photos, que tu utilises un appareil argentique ou un R8 ou un A1 ou le téléphone de ta grand-mère. Bref, je te laisse découvrir tout ça dans la description. En attendant, on est là pour parler du Canon EOS R8. Première chose, l'ergonomie. Hyper important. Pour moi, mon premier test, c'est est-ce que je peux le tenir avec un doigt? Alors, si je peux le tenir avec un doigt, c'est génial. Ça veut dire que je vais avoir, en général, une bonne prise en main. J'ai pas eu de frustration où je me suis jamais senti que, comme avec un Leica, il allait tomber par terre et j'allais perdre tout mon argent. J'avais un petit objectif, un 24-50 mm f4.5 f6.3. C'est un objectif de base. C'est pas non plus le meilleur objectif du monde. J'avais aussi un petit 50 mm f1.8 RF que j'ai finalement pas utilisé. Mais cet objectif de base m'a bien suffi parce qu'on avait une belle météo et c'était génial pour faire des photos de drone. Alors, c'est un appareil avec un capteur plein format et malheureusement une toute petite batterie. C'est un truc qui m'a un petit peu surpris au niveau de l'ergonomie, c'est qu'on se retrouve avec une toute petite batterie. Je peux comprendre que pour avoir une taille respectable pour cet appareil photo, parce qu'il est vraiment petit et léger, je crois qu'on est sous les 500 grammes, mais j'aurais préféré avoir la batterie du R6 Mark II qui est plus grosse. J'ai shooté pendant plusieurs heures dans la ville, j'ai perdu quelques barres de batterie, c'était pas la fin du monde honnêtement, mais c'est quelque chose à garder en tête. Je pense que si je devais tout shooter toute la batterie, je me baladerais avec au moins 3 batteries de rechange, d'accord? Ensuite, à côté de la batterie, on va avoir un espace pour une carte mémoire, et non pas deux, à savoir, juste une carte mémoire, d'accord? Pour beaucoup de gens, ça va suffire largement. On a beaucoup de molettes que l'on retrouve sur d'autres appareils, très agréable, mais il manque le petit joystick qui est à l'arrière des fois sur certains appareils. Personnellement, je l'utilise en permanence le joystick, mais vu qu'il n'était pas là, ça m'a permis de découvrir un mode qui existe apparemment depuis 2018 et puis sur les appareils Sony depuis assez longtemps, où lorsque tu mets ton œil à l'œillère et que tu bouges ton doigt sur l'écran à l'arrière, et ben ça te permet de décaler ton point de focus, tout comme tu le ferais avec le petit joystick. Donc j'ai trouvé ça hyper agréable, je l'ai pas mal utilisé et je trouve que c'est une fonctionnalité qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Ensuite, pour tous ceux qui font de la vidéo ou qui shootent en hybride, on va avoir le petit changement entre la photo et vidéo là-haut qui nous permet de changer relativement rapidement. Ça, c'est plutôt cool. C'est quelque chose qui me manque en fait sur mon Sony A1 qu'ils ont mis sur le Sony A7 IV et le A7 R5, mais j'aurais vraiment aimé avoir ce petit switch sur le A1 entre la photo et la vidéo. Je trouve que ça permet de faire les choses un petit peu plus rapidement. Ensuite, on a un écran pivotable qui est très agréable. La définition est bonne, j'aime beaucoup les photos à l'arrière des écrans. J'en ai parlé dans ma revue du R6 Mark II que tu peux regarder aussi, qui est sur la chaîne, qui est publiée. Et je vais te faire une vidéo spéciale après pour comparer entre un Canon et un Sony. On va en reparler, tu pourras la voir aussi si tu hésites entre les deux, si tu sais pas quel appareil choisir. Voilà, c'est une vidéo qui va venir. Et dernière petite chose au niveau de l'ergonomie, on a une connectique ici dans l'attache pour le flash. Maintenant, on a une connectivité qui nous permet par exemple de mettre un micro qui va faire passer les informations du son à travers cette petite prise et non pas par un câble externe. Très pratique. Et je vais rajouter aussi, avant d'en parler dans les fonctionnalités, que si tu te branches en USB-C ici avec ton appareil, directement dans un ordinateur, tu peux utiliser ton appareil photo en tant que webcam. Ça peut être très pratique si tu veux mettre un super objectif et t'enregistrer, etc. Je le fais avec mon A7S III honnêtement et c'est toujours agréable. Maintenant,
Parlons un petit peu des performances. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que honnêtement, on se dit, bon, l'appareil est pas très cher, il est tout petit, comment est-ce que ça va performer? Et là, c'est là que j'ai été le plus impressionné parce que l'autofocus est littéralement aussi bon que sur l'autre appareil, le R6 Mark II que j'ai testé. Et il permettait vraiment de détecter tous les objets de manière simple, que ce soit les voitures, les animaux, les gens. Et il y avait un mode de détection automatique que j'aime beaucoup, qui n'est pas présent encore sur les Sony, qui me permettait de choisir finalement si je veux détecter qu'une personne, une voiture, ou alors que ça détecte automatiquement ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire, important pour l'appareil dans l'image. Petite note, j'ai pris toutes ces photos en RAW directement. Et ensuite, je les ai édités sur Lightroom avec mes presets. Les presets sont dispo dans la description si jamais tu veux éditer plus rapidement et rendre tes photos plus belles en quelques clics. J'utilise ça pour toutes mes photos, d'accord? Que ça a été sur du Leica, du Sony, du Canon, etc. J'utilise un petit peu tous ces pré-réglages pour mes photos. Donc autofocus incroyable. Par contre, on a un vrai désavantage personnellement que je trouve, c'est que même quand on est en point de focus et qu'on a une détection d'objets, il va souvent l'appareil reprendre le dessus et mettre la priorité sur l'objet. Je crois qu'on peut le changer dans les menus, ce qui est pratique, mais c'est quelque chose à garder un petit peu en tête. Au début, si tu es un petit peu confus à tiens, mais j'ai mis mon point ici, pourquoi est-ce qu'il a pris un autre objet dans l'image en focus, c'est à savoir. Ensuite, les boîtes qu'on appelle les head zones sont assez larges sur Canon. Et des fois, c'est un petit peu dur si tu shootes à f1.8 de savoir si tu es finalement en mise au point sur l'avant ou sur l'arrière de la voiture, d'accord? Donc je pense qu'il faut un petit peu garder ça en tête, ça va te permettre de gérer un petit peu les choses. Encore une fois, tu peux aller dans les menus et changer tout ça. Personnellement, à travers les menus, j'ai trouvé tout ce que je voulais, moi. La priorité, par exemple, la vitesse minimum d'obturation, etc., c'est disponible dans cet appareil. Donc, je trouve que j'ai pas été limité dans la manière dont je shootais, ce qui était un gros avantage. On a une rafale qui va jusqu'à 30 ou 40 images par seconde, ce qui est énorme. Honnêtement, j'ai 30 images par seconde en plein format, à 55 mégapixels, etc. sur le Sony A1 et c'est beaucoup trop pour mon tous les jours. Donc là, ça va clairement subvenir aux besoins de tout le monde. Je pense pas qu'il y ait une seule personne qui va se plaindre. Niveau vidéo, faut qu'on le dise, on a de la 4K sans crop jusqu'à 60 images par seconde, très pratique. Si jamais tu veux faire de la vidéo avec cet appareil, je pense que ça peut être un petit appareil hybride assez agréable. Maintenant, le gros désavantage qui fait que les gens vont s'orienter sur un R6 Mark II au lieu d'un R8, ça va peut-être être la stabilisation du capteur, parce que notre petit capteur là, il n'est pas stabilisé les amis. Ça veut dire que si tu vas prendre des photos en lumière basse et que tu veux shooter par exemple à 1/3 de seconde ou à 0,5 secondes ou à 1 seconde à main levée, et ben bonne chance, parce que ton capteur n'étant pas stabilisé, tu vas avoir du flou de bouger automatiquement. Avec le R6, avec le A7R5, avec mon A7S3, etc. Tous ces appareils qui ont un capteur stabilisé, je suis capable de prendre des photos 1 seconde à main levée. Bon, j'en prends plusieurs à la suite et il y en a une en général qui est nette. Donc ça, c'est une chose à savoir. Tu vas peut-être devoir prendre ton trépied avec toi. C'est pas la fin du monde, et si tu prends des photos de sport, etc. à des vitesses extrêmement élevées, de toute façon, ça va pas changer. Maintenant, là où ça va changer aussi, ça va être en vidéo, parce que du coup, pour la stabilisation en vidéo, ça va utiliser un mode digital. Ça va couper un petit peu dans l'image et ça va bouger un petit peu dans l'image pour essayer de compenser les mouvements. Ça n'a pas l'air aussi naturel en général que lorsque ton capteur est stabilisé, mais bon, c'est pas la fin du monde si t'as rien d'autre. Et dans ce budget-là, je trouve que c'est déjà une belle chose, j'ai envie de dire. Et dernièrement, au niveau des performances ou des petits goodies que tu peux avoir, tu vas avoir des options comme la double exposition, qui est très pratique. Si tu veux faire des choses un peu créatives, tu vas pouvoir faire des timelapse avec la vidéo déjà créée dans l'appareil. Et tu as aussi les modes HDR si tu es en mode complètement auto. Peut-être que je l'utiliserai si je faisais de la photo d'intérieur, mais ce serait à peu près tout. Donc voilà un petit peu pour toutes ces performances. Maintenant, le mot le plus important. À qui est-ce que s'adresse cet appareil? Personnellement, je trouve que ça peut être un appareil photo génial pour tous les jours. Regarde, tu prends ça, tu mets un petit objectif, peut-être un 20 mm, un 24 mm, s'ils en sortent un qui est en mode qu'on appelle pancake, c'est-à-dire qui prend pas de place à f2.8 ou à f1.4. Tu jettes ça dans ton sac pour tous les jours quand tu vas au travail. Je pense que ça peut être génial. Oublie ton Fuji X100 Mark V qu'on trouve nulle part. J'ai essayé. Ça pourrait être ton petit Canon R8 par exemple. Je pense que ça peut être une bonne option. Et dernièrement, si tu viens d'un Canon Reflex, un 550D, un 450, un 750, etc. et que tu veux passer à quelque chose en plein format, mais sans avoir à casser ta banque, cet appareil tape dans une case de budget qui est relativement raisonnable pour les performances que tu vas avoir. Et je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix personnellement. Si tu es amateur plus, que tu t'amuses et que tu veux jamais en faire ton métier, c'est un super appareil. Tu vas pouvoir voyager avec, il est hyper léger. Par contre, n'oublie pas les batteries, prends-en quelques-unes en plus. La personne à laquelle cet appareil ne s'adresse pas, c'est celui qui va vouloir passer peut-être à un mode pro à un moment, parce que
honnêtement, si tu es pro ou si tu shootes pour des clients et que tu n'as pas 2 cartes mémoire dans ton appareil, je te déconseille de le faire. Pourquoi? Alors la raison est très simple, c'est parce que tu vas être capable d'enregistrer sur 2 cartes mémoire en même temps. Au cas où tu oublies de la sauvegarder, tu as l'autre carte mémoire. Enfin voilà, personne n'a envie d'aller voir des gens qui se sont mariés ou alors un client lui disant excusez-moi, vous faites, on peut tout refaire parce que j'ai perdu ma carte mémoire. Ah, voilà, et personnellement je me suis pas senti limité quand je prenais des photos dans la rue, j'ai trouvé ça très agréable. Tu peux voir les photos un petit peu comment elles ont été prises. Encore une fois, qu'est-ce qui va être le plus important? Ça va pas être ton boîtier, mais ça va être ton objectif, et encore plus important, ça va être la manière dont tu utilises ton cerveau et tes petits doigts. C'est là-dessus qu'il va falloir pratiquer. Peut-être que tu peux investir un tiers, un cinquième dans un tas de formations qui vont t'aider beaucoup plus que de changer de matos. Voilà, en tout cas, je te souhaite une excellente journée. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux regarder la vidéo sur le R6 Mark II ou la vidéo qui compare mon utilisation entre Canon et Sony un petit peu pour te guider dans tes choix. Ça, on va prendre des photos, essayer quelque chose de nouveau, essayer quelque chose de différent. Je te retrouve dans le prochain épisode. Ciao!